Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout. Sur notre blog, bien sûr, parents-voyageurs.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Mais avant toute chose, je voulais vous adresser mes meilleurs vœux pour 2024. Que cette année soit douce et celle de l'accomplissement de vos plus beaux projets. Je vous souhaite tout simplement d'être heureux, de savoir capturer les petits moments de bonheur comme les plus grands. Et je vous souhaite bien sûr de très belles découvertes, que ce soit au bout de votre porte ou bien plus loin. Pour commencer l'année donc, j'ai le plaisir d'accueillir Clément qui va nous faire voyager et qui va nous donner plein de petits conseils pour organiser ses voyages. Clément est voyageur en solo, puis en couple, puis en famille depuis donc plusieurs années maintenant. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est découvrir de nouvelles régions, sortir de sa zone de confort. En 2021-2022, Clément et sa famille ont réalisé un long voyage en Amérique centrale et en Asie. Donc l'itinéraire a été un petit peu soumis aux aléas du Covid parce qu'on était encore en période de restriction dans certaines régions du monde. Il va nous raconter tout ça, il va nous raconter aussi comment avec sa famille ils aiment sortir un peu des sentiers battus. Nous allons donc partir en Amérique centrale, en Inde et au Népal, faire un trek en famille plusieurs jours au Népal. Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça un jour ? Eh bien figurez-vous que c'est tout à fait possible, que les enfants se régalent autant que les parents. Et donc voilà ce que Clément va nous raconter et il a beaucoup de conseils à partager pour que tout se passe bien, que ce soit dans l'organisation ou pour en profiter sur place. Donc c'est un épisode très riche d'enseignements pour tout le monde. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parents Voyageurs pour participer au podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Tu nous as contacté il y a quelques temps sur Instagram parce que vous avez voyagé avec ta compagne et vos enfants autour du monde. Vous êtes des voyageurs, je pense, je ne sais pas si on peut dire aguerris, mais quand même avec une certaine expérience en tout cas. Donc, à mon avis, aguerri, on va voir ça. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. On va parler de voyages un peu en dehors des sentiers battus avec les enfants. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi et ta famille, s'il te plaît ? Bonjour à tous, bonjour Floriane. Merci de m'avoir invité sur ce podcast que j'écoute régulièrement et qui est très sympa. Et je suis ravi de pouvoir échanger avec tout le monde sur le voyage et sur le voyage en famille particulièrement. Moi, je suis Clément, donc j'ai 43 ans, je suis nantais depuis une douzaine d'années. Avant, j'étais parisien et j'ai commencé à voyager il y a longtemps, en 2003, en mode itinérant. Alors, je voyageais avant, hein, mais plutôt en France ou en Europe avec mes parents. Puis à partir de 2003, j'ai chopé le virus en allant une première fois en Thaïlande. Après, j'ai fait mes études à La Réunion et en Inde, donc c'était déjà assez original. Ouais. Et puis après, j'ai pas arrêté de voyager régulièrement tous les ans dans différentes destinations, mais avec quand même une dominante particulière pour l'Europe évidemment, hein, tout ce qui est à proximité, et puis l'Asie du Sud-Est et le sous-continent indien. Donc j'ai pas mal exploré là-bas. Et puis plus récemment, l'Amérique centrale, dont on parlera un petit peu pendant le podcast, je pense. Et voilà. Aujourd'hui, je suis père de 3 enfants, donc qui ont aujourd'hui 7, 9 et 11 ans. Et ça m'a pas du tout empêché de voyager avec l'arrivée de ces enfants. Et puis on a fait aussi un grand voyage puisqu'on a fait le tour du monde. En tout cas, on a voyagé en Amérique centrale et en Asie en 2021-2022, donc à une période un peu charnière, fin de Covid, donc un peu particulière. Et suite à ce voyage, moi j'ai décidé de monter ma boîte d'organisation de voyage qui s'appelle Fabrique ton voyage. Et j'aide justement les gens, je partage des expériences, j'aide les gens à organiser leur voyage, je suis dans le conseil. C'est un métier qui se développe, le métier de travel planner, que vous connaissez peut-être via le site d'ailleurs des parents. Ouais, tout à fait. On a déjà on a accueilli Pascal de Revaoa qui aussi, du coup, s'est orienté vers cette profession
suite à leur tour du monde en famille. Voilà, tout à fait, que Pascal, que je salue et que je connais, oui, tout à fait. Donc, salut. Voilà, on salue Pascal. Voilà. Et donc voilà, le but c'est de transmettre la passion. Alors je fais aussi, moi j'ai un historique je suis ingénieur en informatique, voilà, donc je travaille aussi en parallèle dans ce domaine-là, dans le conseil en informatique, etc. C'est pour ça que j'ai développé aussi une petite application autour du voyage. Okay. Voilà pour une présentation générale. Très complète, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. On va petit à petit rentrer dans le vif du sujet. Tu nous as parlé d'Inde, de sous-continent indien, d'Asie, d'Amérique centrale. Ça va être un petit peu les destinations pour lesquelles j'avais envie d'avoir ton témoignage. Mais avant de vraiment faire les valises et de partir, je voulais te demander, en famille, quel type de voyageur est-ce que vous êtes ? Est-ce que j'ai un peu ma petite idée selon les échanges qu'on a déjà eus, mais j'aimerais bien que tu me la confirmes ou que tu l'infirmes. Est-ce que vous êtes du genre plutôt sac à dos, plutôt à voyager avec un véhicule, plutôt quel genre de confort vous recherchez ? Et est-ce que ça a changé avec l'arrivée des enfants ou pas ? Très bonne question. Moi, avant d'avoir des enfants, j'étais plutôt voyageur sac à dos, hein. En gros, je prenais un billet d'avion, soit seul, soit avec ma conjointe ou des amis, et puis on partait. On avait juste le premier hôtel quasiment de réservé, et ensuite, on se décidait en fonction des rencontres, des envies, des guides qu'on lisait plutôt sur place et avec peu de préparatifs en fait à l'avance. Moi, je préférais improviser. Voilà, donc je voyageais comme ça. Et puis on a eu des enfants. Alors ça a changé un petit peu quand même les habitudes, mais pas l'objectif des voyages. Par contre, on a toujours un peu le même objectif. Voilà, pas faire des voyages organisés ou des séjours trop longs au même endroit, mais de se perdre un peu, apprendre, voilà, des voyages. Parce que quand on va loin, moi j'ai toujours pour optique de voir différentes cultures, voilà, d'être au plus proche en tout cas de la culture locale. Donc ça n'a pas changé. Après, c'est clair qu'avant que les enfants aient à peu près 5 ans, je dirais, enfin en gros la sieste, voilà, avant et après la sieste, on voyageait un peu moins en mode itinérant quand les enfants devaient dormir pendant la journée, parce que c'est vrai qu'on est plus limité. Et donc on faisait plus des séjours un peu plus longs à certains endroits. Mais dès que mes enfants ont pu faire la sieste, on a repris le même mode. Le premier voyage que j'ai fait j'avais 2 de mes 3 filles, une qui était restée chez les grands-parents et la plus petite avait 4 ans, donc elle venait tout juste d'arrêter. On est parti en Inde, donc c'était pas le plus simple. Mais pareil, on était parti, on avait réservé quelques nuits au sud de Mumbai, donc vers la région de Goa, qui est quand même assez tranquille puisque c'est balnéaire. Et puis après, on était parti, voilà, vadrouiller dans le Karnataka que je connaissais déjà via mes études. Mais vraiment, il n'y a eu aucun problème et ça nous a complètement donné l'envie de continuer à voyager avec eux. Notamment, après, on est parti également en Thaïlande en mode routard aussi. Donc voilà, on a adapté, disons, avec les enfants en bas âge. C'est vrai que quand ils étaient tout petits, on s'est fait aussi des congés sans eux. J'ai la chance d'avoir mes parents qui ont pu les garder même en bas âge, et donc on pouvait aussi faire une semaine, 10 jours en les laissant tranquilles en France, et puis nous à pouvoir voyager. Donc ça nous a permis aussi de continuer à voyager. Mais en tout cas, voilà, on a continué. Et puis après, évidemment, on est parti en tour du monde. Donc là, on les a emmenés. Et voilà, la plus petite avait 6 ans et tout de suite, elle a pu faire vraiment tout type d'activité, tout type de déplacement. Alors, ouais, une chose importante qui est un peu générale quand on voyage avec des enfants, c'est quand même faut ralentir un petit peu, surtout quand on parle longtemps, parce que, enfin, moi j'ai remarqué que les enfants avaient c'était moins confortable pour eux de changer très régulièrement, par exemple tous les jours ou tous les 2 jours d'emplacement. C'était un peu plus compliqué pour s'adapter à leur chambre, aux petites habitudes qu'on a. Donc on a l'habitude de prendre un peu plus le temps de rester à certains endroits. Voilà, une des différences en tout cas qu'on a mis en place avec l'arrivée. Vous faites ça parce que tes filles ou l'une d'elles l'a formulé, qu'elle aimerait, ou c'est vous l'avez plus senti comme ça? Ouais, on s'en est pas rendu compte lors des premiers voyages, et ça s'est très bien passé, hein. Elles étaient contentes de bouger, de prendre les transports. Alors c'est incroyable comme ils s'adaptent, les enfants. En fait, leur repère jusqu'à, je pense, l'adolescence, c'est vraiment les parents. Donc
si les parents sont là et qu'ils sont sont dans un bon mood, il y a aucun souci et ils suivent, ils sont super contents, même dans des conditions. J'ai fait des bus de nuit, voilà, où c'est vraiment nous, c'était pas du tout confortable, mais eux dormaient comme des loirs Ouais, dans le c'est ça. bus, super contents en mode cabane. Donc non, il y a pas de souci. C'est plus pendant le long voyage, donc à partir de 2021, quand on est arrivé en Amérique, on a commencé par la Colombie. Et en fait, là, on bougeait quand même souvent. Et au bout d'un moment, les filles, on sentait qu'elles se faisaient soit des amis dans les villages, soit on rencontrait d'autres familles, et puis on devait bouger. Et ça les a, on s'est rendu compte que ça les frustrait encore plus que nous. Ouais, ouais, Même ok. si nous aussi, ça peut nous frustrer de devoir partir quand on apprécie un lieu. Bah, elles l'ont formulé à leur manière, quoi, en râlant un peu quand il fallait bouger, en étant triste de quitter certains lieux. Et voilà. Et après, clairement, on s'est rendu compte que le côté petit cocon, voilà, ça leur plaisait bien. Ils s'adaptent vite, mais ils ont quand même besoin de ça. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on l'a appris, quoi. Ouais, ouais. En plus, je me dis, bon, j'ai pas encore cette expérience-là, mais un voyage au long cours, quand tu pars pour plusieurs mois, bon, au final, ça fatigue aussi tout le monde. Ça demande beaucoup d'énergie de s'adapter, même si ça se passe très bien. Ça demande de l'énergie aussi, et donc c'est vrai que on n'envisage pas forcément des vacances de 2-3 semaines à sillonner une région et à bouger tous les jours ou tous les 2 jours, de la même manière que tu vas quand tu pars 3-4 mois ou plus. Bon, bah là, c'est vrai que ça devient un peu plus nécessaire, j'imagine, de se poser. Ouais, Au clairement, moins, ah oui, en plus, que ce soit d'ailleurs en famille ou en ouais, c'est couple, ça. hein, un voyage long, il faut pas partir du tout sur le même rythme. Il faut, Ouais, bon, maintenant je fais un peu de conseils, donc du coup, je dis toujours aux gens qui partent longtemps, attention, voyagez pas comme vous le faisiez quand vous partiez 15 jours ou même un mois. Essayez de rester plus longtemps à certains endroits, ou quitte à revenir aussi sur des lieux que vous avez aimés, parce que ouais, sinon ça peut vite être épuisant. Et alors, quand on part un an, encore plus, hein, souvent les gens qu'on croisait en long voyage, ils nous disaient qu'au bout de 6-7 mois, il y a un gros coup de mou, parce que bah, c'est fatigant, hein, d'organiser le voyage, c'est fatigant de ouais. prévoir la suite, etc. Et donc bah, le fait de ralentir, de se poser un peu plus longtemps, bah, ça a aussi plein de vertus. Et voilà, donc ouais, Ouais, clairement, ouais. c'est un bon conseil, hein, ça à donner à tous ceux qui partent longtemps, en Bah déjà famille ou pas. 6-7 mois, tenir 6-7 mois, c'est pas mal. Moi, j'ai plutôt entendu au bout de 3 mois. Les 3 premiers mois, on le fait en mode vacances, quoi. Donc on visite partout, enfin comme si on partait de 3 semaines. Et là, c'est assez dense. Puis au bout de 3 mois, il y a un peu un coup de bambou et là, il faut ralentir. Ouais, ça va dépendre Et des ouais, gens, ça clairement, dépend mais en des tout gens. Ouais, cas, c'est vrai que dès qu'on voyage longtemps, il y a un moment où il faut souffler, hein. ouais, ouais. Faut surtout pas s'interdire de faire 15 jours, 3 semaines au même endroit. Enfin, c'est super important, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, je voulais juste un tout petit peu revenir aussi sur ce que tu disais au début, que finalement vous avez vraiment repris les road trips avec les filles quand les siestes étaient passées. Et alors, bah, pour le coup, moi, j'ai pas du tout cette expérience. Je trouve que c'est, enfin, j'allais dire plus facile. C'est pas que c'est plus compliqué quand ils sont plus grands, mais c'est très facile, je trouve, de voyager avec un enfant, même qui fait ses siestes, parce qu'il dort en voiture justement pendant les trajets, il dort dans la poussette, dans le porte-bébé, etc. Et au contraire, nous, on a toujours voyagé en mode road trip, même quand ils étaient tout petits. Et c'est vrai qu'en fait, ils dormaient pendant qu'on roulait, quoi. Ça berce, hein, la voiture, c'est pas un mythe. Et donc voilà. Ouais, non, clairement, si on est en voiture, bah, par exemple, quand on restait en France ou en Europe et qu'on partait en voiture, là, il y avait aucun souci. Pour avoir des enfants qui dormaient, comme il faut caler juste les visites en fonction, et puis on se déplace au moment où ils doivent faire la sieste ou des choses comme ça. C'était plus pour le voyage, les voyages où il y a beaucoup de visites. Voilà, quand on est Ouais, parti par exemple en Inde ou en Thaïlande, bah c'est vrai que bon, t'as quand même envie d'aller visiter les lieux, bien sûr. d'en profiter au maximum. Et on trouvait que ni pour l'enfant ni pour nous, c'était toujours confortable, parce qu'on n'avait pas de voiture, voilà, c'était en Ouais. mode sac à dos. Tu prends les transports quand il y a des transports. C'était plus difficile de caler en tout cas. Après, encore une fois, hein, c'est complètement faisable. Donc, je Non, l'ai mais fait, j'en connais qui le font. C'est juste plus une question de confort, ouais, clairement. ouais. Et c'est vrai que quand tu as ton propre véhicule, c'est plus facile en effet, parce que Mm, tu es libre de partir à l'heure que tu veux, de faire le trajet à l'heure que tu veux, alors que quand tu es dépendant des transports en ouais. commun, du coup, tu as déjà beaucoup plus de contraintes et en effet, c'est un peu moins facile
à bien organiser pour respecter quand même le rythme de sommeil de l'enfant, quoi. Ça change le voyage en tout cas, mais Ouais. que ce soit en voiture ou même en van, hein, en camping-car, les petits, il n'y a pas de souci du coup, parce que ils ont leur cocon, leur lit, donc ils sont tranquilles et il y a pas de sujet là-dessus. Ok. Et je m'étais noté une petite question un peu générale. Je sais pas si ça va t'évoquer quelque chose et que tu aurais une réponse, mais je me demandais comment est-ce que vous êtes passé de voyageur. Donc tu nous as dit dans ta présentation, ben voilà, tu as quand même pas mal voyagé. Ça fait au moins 20 ans que tu as chopé le virus. Comment vous êtes passé de voyageur à parent voyageur? Est-ce que vous avez conscientisé quelque chose? Est-ce que voilà, consciemment vous avez changé des choses dans votre manière de préparer, d'organiser, ou est-ce que bon bah vous étiez des voyageurs et puis au final voilà, dès que vous l'avez bien senti avec vos filles un petit peu plus grandes du coup pour le problème des siestes, bah vous les avez prises avec et puis c'était parti. Ouais, on n'a pas, enfin, en tout cas, on s'est pas posé la question quand on a eu des enfants de est-ce qu'on va continuer à voyager. Pour nous, enfin, Ouais. il y avait pas de question, quoi. On allait continuer à le faire. Après, dans la réalité, on s'est adapté, hein, comme je te l'ai dit avant. Mais à part préparer peut-être un peu plus à l'avance certains voyages voilà, au niveau des logements, c'est pas la même chose quand on voyage à 5 que quand on voyage à 2. C'est hyper facile de trouver une chambre à 2. Par contre, deux chambres communicantes ou une grande chambre pour les familles ou un appartement, ça on en parlera peut-être je pense qu'il faut faire un focus hébergement, mais un appartement quand on a des enfants c'est super top. Donc voilà, ça s'organise un peu plus. Ouais. Il y a moins de possibilités. Donc voilà, on organise un peu plus en amont, mais par contre le fait de partir voyager, on s'est pas vraiment dit, on a plus improvisé au fil de l'eau et on s'est adapté que de se dire bon bah comment on va faire, est-ce que c'est une bonne idée, etc. La question s'est pas posée en tout cas. Ouais, ouais. Et Ouais. je me demandais aussi, bon, c'est aussi lié à certains articles qu'on écrit en ce moment sur le blog, d'un point de vue santé et sécurité en voyage de manière générale, mais un petit peu plus santé. Est-ce que du coup, le fait de voyager avec des enfants, ça vous fait poser certaines questions quand même supplémentaires? Est-ce que quand vous partez 3 semaines en vacances à l'étranger, est-ce que, enfin, vous prenez plus facilement une assurance voyage ou d'office vous étiez déjà ce type de voyageur? Est-ce que d'un point de vue de la santé, voilà, vous vous posez d'autres questions? Alors ouais, c'est vrai que ça fait réfléchir quand même quand on a des enfants parce qu'on se dit on est responsable d'eux, c'est pas les mêmes Mmh. c'est pas la même responsabilité quoi, ils sont pas autonomes. Et donc on s'est un peu plus renseigné disons que quand on voyageait solo. Après sur les assurances, moi j'ai toujours été je vais pas donner le nom mais dans une assurance habitation qui en fait couvre les voyages. Ok. C'est-à-dire qu'il y a les gens ne savent pas trop, ça peut se voir sur mon blog d'ailleurs, mais il y a plein d'assurances habitation qui couvrent les voyages pendant 1 an. Donc c'est énorme, et c'est souvent des bonnes couvertures. Il y a un réseau qui s'appelle Intermutuelle Assistance qui est disponible 24 heures sur 24 avec des médecins au bout du fil, qui ont un réseau de partenaires partout dans le monde, de rapatriement, d'hôpitaux partenaires où il n'y a rien à débourser. Nous, ça nous est arrivé en tour du monde, par exemple en Thaïlande où on a eu une opération. Alors c'était pour ma conjointe, hein, c'était pas pour un enfant, mais voilà, tout de suite, ils nous dirigent vers le bon hôpital, ils sont à nos côtés pour toutes les démarches administratives et ça se passe super bien. Et donc, je connaissais ça et j'ai juste validé que pour les enfants, c'était inclus dans le contrat. Et Ok. donc, c'est déjà super rassurant. Et pour les gens qui n'ont pas cette assurance-là via leur habitation, je conseille toujours de se renseigner sur les assurances, surtout quand on a des enfants, parce que il faut pouvoir hyper rapidement être près d'un hôpital si jamais il y a une urgence ou ce genre de choses. Après, nous, on est quand même des gens qui sont pas inquiets comme ça par nature. On se dit qu'il y a quasiment autant de chances d'avoir un problème en sortant de chez soi dans notre trajet quotidien qu'à l'autre bout du monde, et que de toute Ah façon, ouais. les gens presque partout, à part dans des coins très reculés, au final, il y a des solutions pour se soigner. Et donc on est d'un naturel quand même assez optimiste, et voilà, on s'est pas dit je vais pas aller en Inde, je vais pas aller au Népal, je vais pas aller au fond du Sri Lanka parce que le soin est un peu plus compliqué d'accès.
Oui, mais faut se poser la question. Et pareil pour la trousse à pharmacie, faut peut-être la remplir un peu plus avec ce dont ont besoin les enfants potentiellement, notamment tout ce qui est antibiotiques, hein, ça c'est important, ce genre de choses. Mais ça n'a pas changé. On a quand même fait des destinations où ça paraît peut-être un peu compliqué. Euh, et voilà. Et il y a toujours, on a eu, alors on n'a pas eu, on a de la chance, hein, je touche du bois. Nos filles ont jamais été très très malades, mais à chaque fois qu'elles ont eu, je sais pas, une petite otite ou un gros rhume ou ce genre de choses, il y avait toujours un médecin ou une structure pour accueillir et pour prescrire des antibiotiques ou les choses qu'il fallait. Donc, je peux rassurer tout le monde là-dessus. Si vous avez une assurance correcte, et renseignez-vous auprès de votre assurance habitation. Ouais. Et si vous êtes à moins de, disons, demi-heure, une heure d'une grande ville, il y a vraiment pas de sujet, quoi. Après, c'est sûr que quand on s'éloigne dans l'Himalaya à 3000 mètres d'altitude, il faut avoir une bonne assurance pour faire l'hélicoptère si jamais il y a besoin, quoi. Mais n'en dis pas trop parce que j'ai envie qu'on termine l'épisode avec ça. Ouais, ça marche. J'ai hâte que Petit tu me teasing. racontes quand même, mais Petit oui, teasing. le petit teasing C'est himalayesque. ça. Bon, du coup, tu nous as parlé de déjà plusieurs destinations quand même, l'air de rien, sur ces petits sujets un peu pratico-pratiques. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment vous en êtes arrivé à partir en tour du monde en 2021-2022, post-Covid? D'où est venue cette idée folle? Alors ça, c'était une idée qu'on avait depuis quand même longtemps, hein. On s'était dit, on voyageait pas mal avec ma conjointe, voilà, et on s'était dit, un jour, on aura envie de faire un gros break, voilà, au milieu un peu de nos carrières, pour pouvoir voilà, changer d'air. Et quand on est parti en 2021, je pense que ça faisait bien 10 ans qu'on avait l'idée en tête, hein. Ok. Et que inconsciemment, consciemment, on économisait aussi. Voilà, on faisait un peu attention au budget pour avoir une petite réserve pour pouvoir le faire. Après, on a eu les enfants, donc voilà, ça a peut-être un peu retardé aussi le projet. Mais dès qu'on a trouvé que c'était le bon âge, on s'est dit allez, c'est super. En plus, suite au Covid où on a été pas mal enfermés, l'envie de revoyager, je pense que ça a été pareil pour tout le monde, mais pour tous les voyageurs en tout cas, c'est fait sentir. Et on s'est dit allez, c'est banco. Là, les filles au niveau des classes, c'était pas mal au niveau. Ouais, je voulais te On- demander justement, ouais, c'était quoi les critères pour ouais, savoir c'est quoi on le s'est bon dit âge? les années charnières, c'est quand tu rentres à l'école, quoi. C'est vrai que quand tu rentres en primaire ou quand tu rentres au Ouais, collège, c'est des gros changements pour les enfants. ouais. Et donc, c'est vrai que leur mettre un an de tour du monde à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Après, je connais qui l'ont fait, ça s'est bien passé, hein, mais du coup, nous, on s'était dit, c'était bien. On avait notre petite qui était en dernière grande section de maternelle, l'autre qui était en CE1, l'autre en CM1. Enfin, c'était parfait, quoi. Mm. Et donc, on s'est dit, c'est la bonne année. Il y aura pas trop de choses à faire. Et donc, voilà, on s'est dit, allez, on prend un billet pour la Colombie. C'était fin 2021, enfin milieu 2021, et c'était encore pas mal. Enfin, il y avait énormément de restrictions. En Ouais. fait, nous, notre plan initial, c'était un peu classique, hein, mais on voulait faire descendre l'Amérique du Sud jusqu'au Chili ou l'Argentine, et puis après passer en Asie, faire l'Asie du Sud-Est, des choses qu'on n'avait pas fait en Asie du Sud-Est. Et en fait, au bout d'un mois où on était en Colombie, c'était très compliqué en fait de descendre l'Amérique du Sud. Il y avait des pays fermés, il y avait des pays qui interdisaient les frontières terrestres, donc il fallait prendre des vols pour faire des sauts de puce. Nous, on n'avait pas vraiment envie de faire ça. Et donc, on s'est dit quelles sont les autres options? Et en fait, c'était l'Amérique centrale qui était vraiment la plus ouverte à cette période. Et on s'est dit pourquoi pas. Voilà, on connaissait déjà un petit peu parce qu'on avait fait un voyage au Guatemala et au Mexique. Et ça nous avait beaucoup plu, et donc on s'est dit tentons l'Amérique centrale, et c'est ce qu'on a fait. Et on l'a pas du tout regretté parce que déjà ça a été assez facile, hein, de voyager. C'est un territoire qui est pas très grand, donc Ouais. même si les routes sont pas toujours parfaites, hein, comme dans certains pays tropicaux, au final les distances sont pas trop longues, ça se fait assez bien. Et les frontières terrestres étaient ouvertes surtout. Et donc, ça nous a permis de traverser Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexique, sans prendre l'avion. Donc, c'était très bien. Et on a fait des super découvertes, hein. Nous, un peu le pays
coup de cœur dont je parle souvent quand on me pose la question, c'est le Nicaragua. C'était un accueil incroyable, hein, vraiment très chaleureux. Alors, il n'y a pas déjà beaucoup de touristes au Nicaragua. Il y en a quand même un petit peu. Les Américains viennent de plus en plus au Nicaragua, et tout ce qui est Canada, États-Unis. Mais voilà, déjà le tourisme européen est quand même assez faible. Et surtout, il y a un côté authentique, il y a la culture vraiment américaine locale et qui est plus forte que dans d'autres pays. Par exemple, le Costa Rica, c'est magnifique, hein, les parcs ils sont extraordinaires. Mais par contre, il y a une culture quand même qui est plus américanisée, que ce soit au Costa Rica ou au Honduras. Voilà, c'est plus américanisé, même si les paysans. Ils ont plus l'habitude de recevoir aussi des touristes. Ouais, je pense qu'ils se sont adaptés. Ils se sont adaptés au tourisme qui est plus fort, et donc voilà, l'authenticité, on la retrouve plus au Nicaragua, et au niveau des paysages, ça a été une grosse claque parce que c'est très varié, c'est très étonnant. Il y a le plus grand lac d'Amérique centrale. Qui est magnifique, hein, qui s'appelle d'ailleurs le lac Nicaragua, et il y a une île au milieu qui s'appelle Ometepe qui est fabuleuse. Enfin bref, il y a plein de volcans en activité, il y a des paysages un peu plus montagneux dans certaines régions, il y a la jungle dans la partie est, etc. Donc vraiment top, et un accueil à chaque fois génial, hein, dans les villes où t'es invité à venir goûter sur les marchés tout ce qu'il y a sans qu'on te demande rien en retour. Les enfants sur les places de village, parce que en Amérique du Sud, Amérique centrale, tout est un peu autour de la Parque Central, et là tout le monde vient te voir, et les enfants sont intégrés pour jouer encore plus qu'ailleurs, quoi. C'est vraiment très très chaleureux, donc et super facile pour se déplacer. On avait loué une voiture là-bas au Nicaragua, et les routes sont assez bonnes. Il y a des ferries pour aller sur les îles. Il y a vraiment aucun souci. Et pas, en tout cas, nous, on n'a pas eu de, parce que on se pose toujours un peu la question de la sécurité. J'allais y venir. En Amérique centrale. Moi, j'ai regardé pour notre futur voyage au long cours, de passer par l'Amérique centrale. Et donc, j'ai regardé la Bible, diplomatie.gouv.fr, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Salvador. Putain, c'est effrayant. En gros, ne venez pas, n'y allez pas. Ouais, moi j'avoue que la Bible, comme tu dis là, diplomatie gouv, moi je comprends pas, hein. Il y a plein de régions que j'ai pu faire, que ce soit en Asie, en Amérique ou en Europe, où ils mettent des warnings, une fois sur place, tu te dis, mais à part si vraiment tu cherches à aller dans les. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'usage des armes à feu en Amérique, c'est un problème général, mais aux États-Unis aussi, hein, faut pas se leurrer. C'est un problème, et les armes à feu, tout le monde peut en avoir. Et donc, il y a ce risque qu'on n'a pas en Europe ou en Asie, de la balle perdue, entre guillemets. Bon, c'est horrible à dire comme ça, mais à part ce sujet-là et le fait que du coup il y a les narcotrafiquants dans certaines régions, mais clairement, quand on va en tourisme dans ces pays-là, on se retrouve, à part si on le cherche, je pense que c'est impossible de se retrouver dans les zones des narcotrafiquants. Mais tu sais, sur ce site, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils diraient, par exemple, on est tous les deux de la région nantaise, qu'est-ce qu'ils diraient d'une ville comme Nantes, qui est de plus en plus pointée du doigt pour ses problèmes d'insécurité. Dès qu'il y a des manifs, on peut être sûr qu'à Nantes, ça a une ampleur impressionnante. Qu'est-ce qu'ils diraient sur Marseille? Qu'est-ce qu'ils diraient sur même sur il y a certaines diplomaties à l'étranger, notamment les Américains ou d'autres pays à l'étranger, qui déconseillent d'aller en France régulièrement. Alors que quand on y vit, oui, effectivement, quand il y a des émeutes ou des grosses manifestations, on sait qu'il faut plutôt éviter si on veut éviter des problèmes, ou certains quartiers où il peut y avoir des trafics de drogue aussi. Mais en fait, c'est partout pareil, quoi. C'est ça. Et quand tu es en tourisme, limite, si tu veux être sûr, dans les grandes villes, par exemple, à Managa, c'est connu pour être un peu comme certaines villes au Mexique ou au Guatemala City, etc. C'est des villes qui sont connues pour avoir quand même potentiellement des risques d'usage d'armes à feu. En fait, en arrivant, on demandait aux locaux, quels sont les quartiers à éviter le soir, ou de traverser à pied, par exemple, et ils nous disaient, oui, en effet, ce quartier-là,
Alors il y a très peu de risques, mais bon, potentiellement il peut y avoir un conflit entre gangs, voilà, et bah on n'y va pas quoi en fait. Ouais. Et dans tout le reste, bah, les gens y vivent, et ils sortent, voilà, on a traversé une grande partie de Managa à pied, super, pareil avec des jeux pour les enfants partout, le bord du lac qui était très joli, enfin voilà, on ressent pas du tout l'insécurité quoi. Ouais, à aucun moment là-bas en Amérique centrale, vous avez senti de l'insécurité? Non, non, à part le fait on voit un peu plus d'armes à feu, quoique avec maintenant Vigipirate en France, bah, tu vois quand même Ouais. les militaires, Ouais. et aussi Tu avec vas des dans armes, une hein. gare en Oui, France, voilà. tu as des Bah là, il y militaires en a un peu avec. plus souvent à des gardes devant les banques, ce genre de choses. Ça, c'est Ok, vrai qu'on les voit et on se dit bon bah potentiellement les braquages ça peut vite partir en ouais, cacahuète. Mais enfin voilà, il y a une chance sur combien par rapport au trajet en bus, quoi. Je veux dire, enfin moi tous les problèmes que j'ai pu entendre de voyageurs, ça va plus être dans les transports que mm, des problèmes de sécurité liés aux narcotrafiquants ou à ces choses-là. Donc ouais. voilà, je suis très cartésien, donc en fait, c'est vrai que ça fait peur quand on lit ces sujets-là ou quand on Ouais, regarde ça des fait sites peur, comme ouais. Diplomatie. Mais en étant cartésien, on se rend compte qu'au final, si on ne prend pas de risque, il n'y a pas beaucoup plus de danger qu'ailleurs. Et au final, là où on prend le plus de danger, c'est quand on va prendre le bus de nuit dans telle région parce que les routes sont dangereuses, et c'est peut-être ça au final qu'il vaut mieux éviter. Et Mm. ça, que ce soit en Corse Ouais, non, mais partout où il y a des routes dangereuses en fait. ouais. C'est là où il y a la probabilité d'insécurité enfin de blessure la plus forte. Et qu'est-ce que Alors, tu pourrais conseiller du coup aux gens pour trouver de l'information en dehors justement des sites officiels de diplomatie qui peuvent, qui mettent des warnings et qui peuvent décourager? Où est-ce qu'on peut trouver de la bonne info? Moi, j'utilise beaucoup les groupes de locaux, que ce soit d'expatriés ou de voyageurs. Les groupes Facebook, tu veux dire? Ouais, Ouais, c'est souvent sur Facebook, ouais, c'est vrai. ouais. Ouais, les principales plateformes, c'est les groupes Facebook, clairement. Et en fait, à chaque fois, je vais les Français de telle région et de tel pays. Et bah, par exemple, on a été au Sri Lanka pendant le tour du monde, et c'était pendant la période déflationniste énorme là. Donc il y a eu les manifestations contre le gouvernement. Mm. Ils ont d'ailleurs réussi à virer leur président complètement corrompu là. Et, euh, et en fait, bah, c'était hyper dur d'avoir de l'information. Alors clairement, diplomatie, ils disaient ouais, faut pas y aller, trouble, Ouais. insécurité, manifestation. Moi, j'avais la chance de connaître par réseau quelqu'un qui habitait là-bas, et qui m'a mis dans des groupes aussi Facebook, pareil, de Français du Sri Lanka, et en fait qui nous ont rassurés, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit oui évidemment, alors les manifestations elles ont lieu à tel endroit de Colombo, et bah éviter, parce que bah voilà, c'est comme dans toutes les manifestations, voire un peu pire parce que la répression est un peu plus forte. Il faut éviter, mais alors par contre dans tout le reste du Sri Lanka, vous serez accueillis super bien, parce que justement ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vu de touristes que l'accueil est super. Il y avait des problèmes d'essence et d'approvisionnement aussi, donc ils déconseillaient Mm. généralement sur les sites d'y aller. En fait, quand tu te renseignais auprès des locaux, bah, tous les touristes avaient un accès prioritaire justement à tout ce qui était essence, parce que justement il fallait que le tourisme continue, il fallait relancer un peu l'économie locale. Donc en fait, au lieu de faire les 3 heures de queue, bah, tu faisais simplement un quart d'heure, 20 minutes de queue pour prendre de l'essence. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, et ces groupes-là, c'est rassurant. Alors faut pas non plus être dans l'extrême inverse, hein, faut pas aller se Bien sûr. retrouver dans des zones de guerre. Ouais. Mais c'est vrai qu'en interrogeant les locaux, les gens qui y vivent vraiment, ça rassure beaucoup, parce que c'est eux en fait qui ont l'information la plus fraîche. Ils ont les news quotidiennes, ils savent comment ça se passe, et c'est pas mal. Je trouve ça bien d'utiliser ces canaux-là. Et après, c'est aussi une question personnelle, c'est-à-dire que faut pas aller dans un pays où bah, on le sent pas, on n'est pas rassuré, parce que si on est stressé, bah alors là, qui plus est avec des enfants, ça va être compliqué de voyager si soi-même on est un peu inquiet quoi. Après, on peut vite être rassuré en se rendant compte que tout va bien, mais faut se sonder un petit peu aussi quoi. Oui, c'est ça. Moi, Mm. je me dis toujours, le voyage, c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais en même temps, on n'est pas là pour tester ses limites en permanence, quoi. Donc, Pas tout le temps, ouais. C'est bien un petit peu, hein. C'est intéressant aussi voilà, que ce ouais, soit mais sportif, physique, voilà. Mais bon, sur la sécurité, c'est autre chose. Et puis surtout par rapport à son bien-être, voilà, faut ouais. pas non plus.
chercher chercher à se faire peur, quoi. Ouais, l'idée c'est quand même d'avoir une expérience agréable. Donc, Mais enfin là, vraiment, enfin il y a zéro problème, quoi. On est peut-être chanceux, hein, mais et puis non, enfin je non, dis mais ça, mais tous les gens qu'on a croisés, ils ont pas eu de problème non plus. Alors de temps en temps, on entend des histoires d'un touriste qui se fait prendre dans un problème X ou Y, voilà, dans ces pays, mais c'est une fois par an et c'est la probabilité, elle est oui, en encore une fait, fois, quand tu es cartésien, elle est plus faible que quand tu vas c'est ça. chercher ta baguette de pain, quoi. Ouais, et puis ça peut Donc être dans ces pays comme dans n'importe quel autre pays du oui, monde finalement. finalement, Il y ouais. a ce Alors genre de après, je disais, probabilité. ouais, Enfin, c'est il y a juste l'arme à feu, c'est un vrai sujet, ouais, quoi. ouais, Ça, bon, malheureusement, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ça ouais. pose quand même un vrai problème. Ouais. Et quel type de tourisme on fait en Amérique centrale? C'est quoi? C'est nature 100%? Non, il doit y avoir des jolies villes. Ouais, non, alors il y a un peu de tout, hein, c'est assez varié. Principalement, alors il y a des très très beaux sites naturels, que ce soit des réserves animalières ou voilà, des forêts tropicales ou ce genre de choses. Il va y avoir des sites archéologiques super intéressants, notamment Guatemala, Honduras. On va avoir des sites mayas ou incas ou au Mexique, hein, bien sûr, où ils sont très très beaux, perdus dans la jungle, vraiment. C'est à vivre. Et puis il y a tout un tas de villes. Alors pas souvent, c'est vrai, les grandes villes, elles ont pas forcément toujours énormément de charme. Par contre, il y a souvent des moyennes villes, que ce soit, ouais, enfin, c'est dû aussi aux colonies, hein, mais qui ont été construites à l'époque où c'était colonisé et qui sont très belles avec des très beaux monuments. C'est très sympa de se balader où les quartiers sont assez piétons. Et donc c'est agréable de voir des belles églises, des beaux bâtiments avec des structures, avec les cours intérieures très belles, etc. Par exemple, il y a Antigua au Guatemala, il y a Managa, non pas Managa, Granada au Nicaragua. Voilà, c'est deux exemples de superbes villes qui sont. Bon, il faut passer un peu de temps pour les Ouais. découvrir et pour les parcourir, quoi. Et est-ce que c'est des villes colorées? Enfin, tu vois, j'ai un peu cette image en tête avec des façades un peu toutes les couleurs, mais je suis jamais allée, Alors donc ça va dépendre. Il y a tous les styles. Il y a ok. des villes assez blanches, assez claires. Voilà, San Cristobal de las Casas, par exemple, au Mexique. Euh, ouais. Et Granada ou en Colombie, bah là, les villages sont beaucoup plus colorés. Et là, ça va être des façades, ouais, bah, comme on a dans notre imaginaire, avec voilà les grosses façades de couleurs, avec les belles portes magnifiques Ouais, en ok. bois, entourées de décorations, les très belles fenêtres, les cours intérieurs avec des fontaines. C'est super beau, hein. Là, donc il y a ce tourisme-là, et puis après il y a aussi le surf beaucoup. Ok. C'est vrai que toute la côte Pacifique là, de, du Mexique jusqu'à Panama, bah c'est des bons spots pour les gens qui aiment les vagues. Il y a plein d'endroits en plus où c'est safe. Nous on a initié nos filles au surf là-bas, Ok. voilà, elles ont adoré. Non, c'est vraiment sympa pour ça. Et puis il y a la côte Caraïbe. Là, c'est le côté caribéen. Donc on trouve, par exemple, au Honduras, il y a des très belles îles. Il y a notamment la deuxième plus grande barrière de corail du monde, Ah, après ok. celle d'Australie. Ouais, qui part du Belize jusqu'à en face je pense du Panama, par là, ouais, ou même quasiment jusqu'en Colombie. Et là, c'est plein d'îles en fait qui sont très belles et avec pour ceux qui aiment la plongée, des fonds marins super super jolis. Voilà. Donc, non, c'est vraiment varié, hein, l'Amérique centrale. C'est moins montagneux, par contre, alors malheureusement, j'ai pas pu aller en Amérique du Sud, mais c'est moins montagneux que l'Amérique du Sud. Clairement, il n'y a pas la cordillère des Andes. Enfin voilà, il n'y a pas ces paysages de montagne. Ouais, ouais, ok. Ça, c'est vrai que ça manque un peu. Je dirais que c'est un peu le point faible entre guillemets de l'Amérique centrale, il n'y a pas beaucoup de hauteur. D'accord. Voilà. Ok, ok. Et alors, du coup, est-ce que c'est pour ça, c'est pour pallier à ce manque d'altitude que vous aviez décidé de terminer votre tour du monde dans les sommets les plus hauts de la planète?
Peut-être inconsciemment. Ouais, non, c'est vrai que. Alors, je fais juste une petite parenthèse encore sur l'Amérique centrale, j'ai oublié Ouais, quelque chose. Mais ce qui est super bien aussi, c'est la langue. C'est-à-dire que c'est la même langue. Et quand on voyage avec des enfants, au final, c'est top parce que. Alors moi, je conseille de faire un séjour linguistique. Il y a pas mal d'endroits en fait où il y a des écoles où c'est facile de s'inscrire une semaine, 2 semaines. d'accord. Par exemple, il y a un lieu qui est génial, c'est le lac Atitlan au Guatemala, qui est un lac mais magnifique. Pour le coup, là, il y a des montagnes autour, donc c'est un peu montagneux, c'est pas très haut, mais c'est joli. Et là, il y a plein de villages autour et ils se sont spécialisés dans les cours d'espagnol. Ok. Euh, Ça fait super longtemps, notamment pour les Américains qui voulaient faire des séjours linguistiques, etc. Et donc on peut s'inscrire en famille, c'est quasiment des cours privés au bord du lac, enfin c'est en plus dans des conditions géniales, avec des locaux qui donnent les cours, hein. C'est vraiment sympa et tu peux être logé dans une famille, voilà, dans une famille guatémaltèque. Et nous on est tombé en plus, voilà, ça a été un de nos meilleures rencontres dans une super famille et qui on a vécu les anniversaires, des fêtes, etc. de village, donc c'était vraiment top. Et donc, une fois que les filles ont pu faire ces cours-là, après, c'était vachement bien pour parler avec les locaux, quoi. Ouais. Et l'espagnol, comme c'est quand même une langue qui est assez facile à apprendre pour les enfants, côté latin, c'est vrai que ça va assez vite et elles ont pu se débrouiller, voilà, pour jouer au moins assez rapidement, quoi. Ah Donc, ouais, ouais, c'est bah un ouais, autre c'est point génial. positif de Ouais. l'Amérique centrale et du Sud, c'est la langue commune, quoi. Donc Bah ouais. pendant 3-4 mois, tu peux être dans la même langue et du coup t'habituer et pouvoir discuter avec les locaux, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, c'est bien aussi pour les adultes. Si vous avez Oui, appris l'espagnol à l'école, du coup, c'est vrai que ça permet de se mettre dedans pendant longtemps et puis voilà, de raviver un peu les connaissances qui sont enfouies. Donc ça, c'est vrai que c'est assez chouette. Mais c'est vrai que pour les enfants, ça crée une mm, continuité. Puis ils ont le temps de prendre confiance en eux pour ensuite tout à aller fait. échanger avec les autres, quoi. Ouais, et elles ont beaucoup aimé aussi le côté scolaire, ça leur manquait sûrement Ouais. un petit peu, mais le fait d'avoir des cours régulièrement et tout, ça leur a beaucoup plu en fait. Puis bon, voilà. Donc s'il y en a qui veulent suite au podcast me demander les écoles ou les choses comme ça, ils n'hésitent pas Mm, mm. à me contacter. Je leur donnerai des écoles sympas. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, comme pour tous les invités, je mettrai ton contact, Mm, tes différents comptes, etc., là où on peut te trouver dans les notes de l'épisode sur le blog, ça sans marche. problème. Et donc ouais, après en plus, hein. Donc après on est passé en Asie au moment où la Thaïlande rouvrait, mais dans des conditions pas extraordinaires parce qu'on devait faire 15 jours dans ce qu'ils appelaient des buckets là, enfin des endroits en gros où tu De restais 15 jours quarantaine, là. avec des quarantaines, ouais. Alors c'était des quarantaines, mais heureusement on n'était pas bloqué dans l'hôtel, c'est-à-dire qu'on pouvait visiter. Il y avait plusieurs lieux, il y avait 3 îles. Nous on a atterri à Phuket parce qu'au niveau des vols c'était le plus simple. On devait rester 15 jours à Phuket ou une dizaine de jours à Phuket avant de pouvoir voyager en Thaïlande. Donc ça c'est vrai que c'était un peu contraignant. Il y avait 3 tests Bon, il y Covid. a pire, non, que Il y a de pire, devoir il y a rester pire. 10 jours à C'est pour ça Phuket. que je dis un peu contraignant et je relativise en mode voilà, c'était quand même pas mal. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la région de Thaïlande qu'on préfère. Bref, c'était contraignant, mais en tout cas, voilà. Donc on est passé par la Thaïlande et après ça a rouvert au fur et à mesure, donc le Sri Lanka et ensuite on est passé en Inde. Et là tout de suite, en fait, après le Sri Lanka, on avait fait quasiment que des pays chauds et tropicaux. Et c'est vrai qu'après le Sri Lanka, où il a fait quand même assez chaud, on a saturé et on est parti. On s'est dit, ouais, faut qu'on aille dans les montagnes tout de suite. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'Inde du Nord. D'accord. Oui, Et donc l'Inde du Nord, mais tu m'avais dit nord-est, du coup, hein, côté Népal, alors, ou pas? alors c'est nord, plein nord, vraiment au-dessus de Delhi. C'est l'État qui Ouais. s'appelle l'Uttarakhand. C'est un État qui est pas très touristique pour les Occidentaux, mais par contre qui est pour les hindouistes qui est très connu parce qu'il y a beaucoup c'est la source du Gange en fait. Donc voilà, il y a le Gange et il y a beaucoup de temples très courus des hindouistes où ils font des pèlerinages en fait régulièrement. Euh, et donc il y a un peu de tourisme, mais alors quand on a débarqué là-bas. C'était, il y a certains villages où c'est vraiment la première fois qu'ils voyaient des noms indiens dans ces lieux-là. Ils étaient assez étonnés. Mais en tout cas, on avait besoin de cette fraîcheur. Alors ça a été un défi parce que en fait, c'est super compliqué de voyager par ses propres moyens dans cette région.
Il y a très peu de structures qui sont accessibles via nos outils classiques qu'on connaît, qu'on utilise, que ce soit les sites de réservation de logement, les sites de transport. Enfin, il n'y a rien quasiment de commun. Ok. Alors, on trouve quelques trucs, mais c'est quand même très compliqué. Et donc on a dû, là pour le coup, j'ai contacté un agent local pour trouver quoi en fait des lieux d'hébergement, quel circuit faire, même au niveau des guides en fait, il y a quasiment rien. Si on prend le Lonely Planet, il donne 2-3 villes dans le Tarragone, mais pas du tout un grand circuit à travers cette région quoi. Alors qu'il y a, enfin c'est extraordinaire. Hein. On passe des cols d'altitude à 4000 mètres, il y a des stations de ski complètement hallucinantes au milieu de l'Himalaya, des villes aussi pareil avec des pèlerinages, donc avec des temples super intéressants culturellement, des forêts de pins. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Des forêts de pins, tu te trompes, c'est dans les Landes. C'est ça. C'est des conifères, mais qui ressemblaient à des pins. C'était peut-être des choses qu'on n'a pas en Europe, mais ouais, c'est marrant de se retrouver dans des paysages comme ça et beaucoup plus frais. Et c'est vrai que ça nous a fait du bien et on avait envie aussi de faire de la randonnée. Je te coupe juste une seconde, c'était quelle période de l'année du coup? Alors nous, on y a été, c'était la pire. Bon, c'était pas la bonne saison. Enfin non, ça va toujours là-bas, mais en fait c'était le mois de mai, je dirais. Et donc c'est la période où il fait très très chaud dans le nord de l'Inde. Et donc voilà, alors qui plus est, c'était bien de monter en altitude. L'autre souci, c'est que ça se couvre un petit peu aussi au niveau des nuages. Ouais. Donc ça peut couper la visibilité à certaines périodes. Mais on a eu de la chance, voilà, on a fait plein de randos, on a pu voir les monts à 7000, 8000 mètres. Enfin, c'était les premières fois en fait qu'on voyait l'Himalaya. C'est une chance. Et dans une région où, encore une fois, pas du tout touristique. Donc c'était top. Ce que je conseille vraiment là-bas, c'est de contacter un local qui est un agent local qui peut aider à organiser le voyage. C'est mieux d'avoir un chauffeur, surtout quand on a des enfants, parce que les transports en commun sont pas super développés. Là, pour le coup, c'est vraiment dangereux, je pense. Ouais, c'est un peu la recommandation de toute façon pour toute l'Inde, Ouais. non? Ça va dépendre. Alors, il y a plein d'endroits en Inde, en train, c'est top. Ouais, c'est vraiment, je connais très bien et c'est très développé au niveau du train. Alors, les temps de transport sont un peu longs, mais par contre, c'est très safe. Et il y a des régions où même en bus, ça va, les routes sont assez bonnes. Il n'y a pas de sujet. Mais là, dans l'Himalaya, ouais, c'est autre chose parce que les routes peuvent être abîmées par la mousson, il peut y avoir des éboulements, il peut y avoir des endroits où ça passe qu'à une voie. Donc si on est en bus, c'est voilà quoi, c'est pas évident. Donc voilà, faut se faire conseiller un bon chauffeur qui connaît bien la région. Et après, on s'arrête pareil dans des villages au fil du chemin où c'est super beau hein, et là pour le coup on se retrouve vraiment dans la culture locale et il y a des super randonnées qui se font à la journée. Donc ça au début c'était pas mal parce qu'on savait pas trop comment les filles allaient se débrouiller en randonnée. Donc on se disait à la journée c'est bien au moins voilà si c'est trop galère on tu fais demi-tour quoi au pire. Ouais, voilà, tu fais demi-tour au bout d'un moment et puis c'est bon. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, alors il y avait aucun problème de fatigue, vraiment. Malgré l'altitude. Ouais, c'est ça. Après on savait que trop haut c'était compliqué, donc on s'est arrêté. On est monté maximum à 4000. Mais bon, déjà à 4000, déjà, tu commences à avoir des effets. Hein, ouais, à partir de 3005 je dirais, ou 3000, 3005, tu commences à avoir un peu d'effet sur l'oxygène. Et en fait, les petits, c'est incroyable. On a fait des dénivelés de 1000 mètres et à la fin ils couraient quoi. Nous on n'en pouvait plus, on était au bout de notre vie et elle court normal. On leur disait doucement quand même. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait elle pouvait le faire et que le seul truc c'était vraiment la motivation. Donc faut toujours trouver
soit leur expliquer qu'en haut il va y avoir, par exemple, là c'était top parce qu'il y avait des temples avec plein de pèlerins, donc plein de choses à voir, des petits stands aussi pour manger, tout ça. Ça leur plaît bien aux enfants. On peut Voilà, toujours il y acheter avait les enfants avec de la nourriture. c'est exactement ça. Et ou des cascades à certains endroits où elles pourront se baigner. Une autre, en fait, on est monté en une partie en téléphérique, donc ça leur a, Ouais. c'est une station de ski. Bon là, c'était l'été, donc il n'y avait pas de ski, mais ça leur a beaucoup plu de prendre le téléphérique en Inde. C'était marrant. Et puis au bout, pareil, on a fait une randonnée qui était assez longue mais dans des prairies alpines, c'était hallucinant. Ce serait cru en Suisse, quoi, avec des vues sur les monts à 7000 mètres. Enfin, c'était voilà. Et ça leur plaît bien, quoi. Quand on leur raconte, on va prendre le téléphérique, ou on va voir une cascade, ça marche hyper bien. Et donc ça nous a rassurés. Et c'est pour ça qu'on a décidé juste après d'aller au Népal. Pour faire là 5-6 jours de randonnée. Ok. Donc là plus intensif parce que c'était des grosses journées et ça les tentait, ils étaient super motivés. Et l'autre conseil que je donnerais quand on part quand même longtemps comme ça en randonnée, c'est, alors moi par défaut tout seul, d'habitude je prends pas forcément de guide, surtout là on a fait une randonnée qui était très bien balisée, avec à chaque fois des villages à étapes, donc vraiment des lieux pour dormir, bien équipés, enfin il n'y avait pas de sujet. Okay. Faut savoir que le Népal, c'est pareil, ça fait des dizaines d'années qu'ils ont des touristes qui viennent faire de l'alpinisme ou de la randonnée, et donc ils sont super bien équipés. Mais par contre, avec les enfants, c'est super de prendre un guide parce que dès qu'il y a un tiers, c'est comme en vie familiale du quotidien. Dès qu'il y a un tiers, les enfants, ils sont pas du tout pareils. Ouais. Et ils osent beaucoup moins râler, ils osent beaucoup moins. Enfin, ils font les efforts vis-à-vis du tiers, etc. Surtout quand c'est un guide super sympa qui leur fait découvrir la faune, la flore du coin. Il parlait anglais du coup? Alors non, on a eu du bol, on a trouvé un qui parlait français. Ah, mais ça c'est génial. Ah ouais, c'était trop bien. Franchement, c'est le top dans tout, enfin dans n'importe quoi qu'on peut faire comme activité, comme visite avec des enfants francophones à l'étranger. C'est vrai que dès qu'on peut avoir quelqu'un qui parle français, la partie est gagnée, quoi. Il y en a pas mal au Népal parce que les Français font partie des principaux touristes au Népal. Ouais. C'est beaucoup de Français qui aiment l'alpinisme, donc il y a pas mal de guides qui parlent francophone. Et on s'est rendu compte à la fin du voyage, et on lui dit mais comment, enfin on lui creuse comment t'as appris le français. Ouais. Alors il nous a dit beaucoup par le tourisme, j'ai pris des cours. Puis il y a un touriste qui m'a invité chez lui et c'était dans le Morbihan, quoi, juste à côté de chez nous. Enfin, il connaissait du coup Vannes, Auray. Génial. Hallucinant, quoi. Bon bref, et du coup il parlait un petit peu français, donc c'était vraiment facile, quoi. Et ça s'est super bien passé, elles n'ont pas du tout râlé, et je le recommanderais pour les gens qui veulent là pour le coup dépasser un peu ses limites, mais dans de bonnes conditions, et pour des choses dans lesquelles on est fier après à la fin quand même d'avoir fait ça. C'est vraiment super le Népal pour ça. Ok. Et vous deux, par contre, les adultes, vous étiez déjà randonneurs ou vous êtes un peu des promeneurs du dimanche Bon, on est aussi, on fait un peu de randonnée, mais pas en club ou pas tout le temps, quoi. Ouais. Mais aussi, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Par okay. contre, à chaque fois qu'on voyage, qu'on a voyagé, on a fait de la randonnée, on a toujours fait marcher nos filles. Elles marchent plutôt bien, quoi. Ouais, ok. Donc après, c'est accessible. Il y a tous les niveaux, donc c'est vraiment accessible à tous. Ça peut s'adapter. Voilà, faut avoir envie de faire un peu d'effort, mais tout est faisable. Et du coup, pour l'altitude, il faut quand même préparer quelque chose, enfin, pour s'acclimater. De toute façon, c'est mieux de ne pas passer de 0 à 4000 dans la journée. Mais c'est ça, c'est d'y aller progressivement. Ouais. C'est ce qu'on conseille, hein, voilà. Donc c'est pour tous les treks qui vont plus haut, pour les camps de base des Annapurna ou de l'Everest. C'est long déjà, voilà, il faut prévoir 10-15 jours de randonnée parce qu'en fait ça monte progressivement pour éviter le mal des montagnes. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent aider, enfin, est-ce que vous avez souffert du mal des montagnes? Non, on n'est pas monté assez haut parce que au final, les randonnées qu'on faisait où on montait à 4000 mètres, on redescendait en fait le soir autour de 3005, 3002.
Donc c'est pas des altitudes, enfin nous en tout cas, c'est pas des altitudes pour lesquelles on était malade. Après ce que nous avait dit le guide, c'est que certaines personnes, on n'est pas tous égaux hein, devant l'altitude, et certaines personnes peuvent avoir déjà des symptômes à partir de 3000 mètres. Et dans ce cas-là, lui, s'il y a jamais un problème, il va à des altitudes plus basses. En fait, ce qu'il faut faire, c'est redescendre le plus vite possible. Ah ouais, ok. Ouais. Il faut pas, surtout dès qu'on a des symptômes, il faut. Alors, faut respecter les temps qu'il faut, c'est-à-dire passer doucement en altitude, c'est la première chose. Et dès qu'on a des symptômes, c'est redescendre. Parce qu'en fait, ça peut être des petits symptômes au début et qui s'aggravent assez rapidement. Alors ça, nous, on l'a pas vécu, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Et dès qu'on commence à avoir mal à la tête ou problèmes digestifs ou des choses comme ça, les intestins font un peu des nœuds. Ouais. Et il faut redescendre. Okay. Donc après c'est bien adapté encore une fois parce que y a des chemins avec des villages à plein d'altitudes différentes. Donc voilà, c'est dommage, on redescend, on voit pas le sommet, mais on prend pas de risque. Ouais, non, écoute, moi je suis sujette au mal des montagnes. Et donc, je préfère peut-être en voir un peu moins et, c'est ça. et vraiment être en bonne santé. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est abominable, quoi. On n'est pas bien. Ouais. Ok. Donc, vous êtes revenu il y a quoi? Il y a un an, un petit peu plus d'un an, c'est ça? L'été de l'année dernière? Tout à fait. En 2022, quoi, été 2022. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elles en retiennent, tes filles, de ce voyage? Plein de choses. Il y a déjà, elles se rendent compte je pense, de la chance qu'elles ont eue de pouvoir faire ça, parce que c'est vrai que les gens autour de nous, forcément, ou même leurs copines, elles ont leur dit ça devait être génial de faire tout ça, etc. Donc c'est la première chose. La plus grande, elle commençait déjà à avoir son réseau, voilà, de copines, de liens sociaux, on va dire, plus forts en dehors des parents et des amis. Et du coup, ça a été un peu plus dur pour elle. On voit dès qu'ils grandissent, ces enfants, partir longtemps, loin de leurs amis, loin de leur vie sociale propre. Elle nous l'a quand même dit plusieurs fois déjà au départ. C'était son année de CM1 que vous étiez CM2. CM2, ouais, ok. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'était plus compliqué. Elle a dit au retour que elle avait trouvé ça long. En fait, elle se rendait compte du temps, je pense, beaucoup plus que ses sœurs, qui elles, on leur dit on repart demain, elles disent super. Elle a dit mais moins longtemps, tu vois. Positive, mais moins longtemps. Et après l'autre aspect qu'il faut faire pour les enfants, c'est vrai qu'elles étaient quand même petites, donc il faut immortaliser. C'est vrai que nous on a fait pas mal de photos, de vidéos, et on a imprimé des albums, et ça, clairement, elle s'y replonge tous les mois dedans. Elle regarde hyper souvent, et c'est là où tous les souvenirs reviennent en fait, et où elles se rendent compte de la chance qu'elles ont eue de pouvoir faire tout ça. Et ça, je conseille vraiment de le faire. Ça prend un peu de temps de faire des albums au retour, mais pour les enfants, c'est top. Parce que nous, en fait, on a tout dans la tête, et c'est vrai qu'on mémorise bien. Les enfants, les images, les textes qu'on a pu, ou les vidéos, ou les dessins qu'on a pu faire, ça dépend des gens, mais ça les aide vraiment à se remémorer, et du coup, elles sont plutôt claires sur les souvenirs. Ouais. Et puis après, l'autre truc qui leur a énormément plu, j'en ai pas parlé, mais on a fait quand on a fait l'Amérique centrale, on a fait aussi les États-Unis, et on a fait un road trip en camping-car, en quelque chose qui est plus classique, voilà. Ouais. Que beaucoup de gens. C'était la partie classique du coup de. Voilà, c'est ça, du voyage plus classique. Et ça, elles ont adoré aussi. Alors ça, c'est vraiment le côté camping, quoi. Le fait d'avoir leur petit lit pendant un mois, de se balader en camping-car, ça leur a énormément plu. C'était votre première fois du coup à 5 en camping-car? Ouais, carrément. Et alors moi, je l'aurais pas fait pendant un an, je pense pas. Moi, je trouve que c'est quand même bien d'avoir chacun son espace. Camping-car, c'est la promiscuité pendant si on part un an, c'est promiscuité pendant un an, quoi. Mais par contre, faire un mois, 2 mois, 3 mois, je pense que c'est
c'est super pour les Ouais, enfants. et puis en plus, nous on adore voyager en van ou en camping-car. Avec les années, on prend de plus en plus petit comme nos enfants grandissent, mais le véhicule rétrécit. Mais c'est surtout, attends mince, j'ai mangé ce que je voulais dire. Oui, dans un pays comme les États-Unis où tu as des grandes routes, où tout est fait en fait pour avoir des gros véhicules, c'est hyper confortable. Je suis pas sûre qu'en Amérique du Sud, par exemple, moi c'est pas un truc qui me tenterait trop de le faire Il y a- en camping-car parce que bon après c'est aussi un peu mon imaginaire, moi aussi ce que j'en retire de tas de gens qu'on a interviewés de ce qu'ils racontent aussi, hein, mais je trouve qu'avec un camping-car, t'es gros, t'es lourd à déplacer, t'es haut, t'es large, et donc Ouais, voilà. c'est vrai que les routes sont moins adaptées. Ouais, c'est Clairement, ça. les routes aux États-Unis, c'est fait pour les gros Aux véhicules, donc États-Unis, les routes sont ouais. faites pour, les parkings sont faits pour. Enfin bref, t'es le roi du Ouais, puis pétrole le avec ton fait de véhicule pouvoir et vraiment loger au cœur des parcs ouais. nationaux, ça c'est vrai que c'est trop cher, hein, les auberges au Mm. cœur des parcs nationaux, c'est une fortune où il Ouais, faut c'est ça. réserver 6 mois à l'avance. Mm. Alors qu'en camping-car, c'est beaucoup plus accessible et c'est vrai que ça, pour ça, ça vaut vraiment le coup. Il y a les États-Unis, évidemment, l'Australie, la C'est Nouvelle-Zélande, tous ça. ces pays-là, si on peut les faire en van, je pense que c'est plutôt une bonne idée, ouais. Ouais, Mais ouais, après, on a rencontré des gens qui descendaient, pareil, l'Amérique centrale en van, ils avaient l'air super ah bah contents. ouais, ouais, mais il y en a plein, hein. Il y Ouais, en a ouais, qui ouais. ça convient tout à fait, et au contraire, le fait d'avoir le même logement entre guillemets pendant toute la durée du voyage, c'est aussi un gros plus que beaucoup de voyageurs apprécient en famille particulièrement, quoi. Donc Ouais, tout à fait. L'autre point, ouais, si on parle des logements, donc le camping-car, c'est vraiment top pour les enfants. Et puis après, c'est vrai qu'on a loué pas mal finalement d'appartements, quoi, avec 2 chambres ou même parfois 3 chambres, un salon, une cuisine, etc. Et ça, quand on voyage en famille, c'est vraiment vraiment bien d'avoir ces solutions-là. Déjà parce que souvent il y a plus d'espace, on a pu avoir des jardins de temps en temps, et ça, pareil, les enfants, ils adorent. Chacun son confort, son petit espace, elles s'installaient, faisaient leur chambre, etc. Et alors il y a des gens qui vont pouvoir, enfin on a rencontré des voyageurs qui voyageaient en chambre commune quasiment tout le temps. avec des enfants? Euh, Avec des enfants, ouais, ouais, Ah ouais. ouais, Il y en a que ça va pas forcément beaucoup déranger. Ils disent on préfère réserver nos budgets ouais, à euh, autre chose, pour ouais. euh, pour les activités, voilà. Encore une fois, ça dépend vachement des gens, mais nous, Ouais, ouais. ça nous a beaucoup plu, hein, de temps en temps d'avoir des beaux logements. Voilà, par exemple, au Nicaragua, on s'était pris une super maison pour les périodes des fêtes. On y était au moment de Noël et du jour de l'an, et on s'était pris des super maisons. On a pu faire les fêtes là-bas. Enfin, c'était ouais, des moments en famille super bien. Donc, ouais, faut pas hésiter, je pense, à de temps en temps se faire un peu plaisir sur les hébergements. Ok, ok. Juste du coup, peut-être une petite question que je ne pose pas toujours et on me l'a parfois reproché. Du coup, votre voyage d'un an, en termes de budget, ça représentait quoi? Alors nous, on s'en est sorti je pourrais te donner et tu le mets en commentaire, mais je crois que c'était autour de 70-75 000 euros, Ok, tout pour 5. compris. Ouais, donc ça va, hein, ça a été correct. Nous, on Ouais. a eu de la chance sur tout ce qui était vol. En fait, c'est vu que le trafic international avait pas énormément repris. En fait, les prix étaient assez bas et stables. Donc on a eu des vols vraiment pas chers quand on en avait besoin. Donc ça nous a limité le budget. Et après, il n'y avait pas beaucoup de tourisme, donc pareil, les hébergements, on a eu Mm. des prix super intéressants. Voilà, c'est ce qui nous a un peu sauvé entre guillemets sur le budget. Ouais, Et on ouais, a non, été plus mais bas, que ce qu'on avait budgété en fait ok. au global. Et je pense Et- d'ailleurs que vous referiez le même tour du monde maintenant. En partant maintenant, ce serait probablement plus cher. c'est sûr. Les Au niveau vols ont de l'aérien, explosé, ouais, ouais. Et puis même un peu partout finalement, un peu partout dans toutes les régions du monde, il y a eu de l'inflation. Et puis comme la demande reprend, forcément, voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande, tout devient un petit peu plus cher. Donc bon, il y a peut-être, je parle là un peu, on met le monde entier dans le même sac. Voilà, forcément, il doit y avoir des disparités selon les régions du monde, etc. Mais globalement, ouais, c'est je plus pense cher qu'un aujourd'hui. projet comme Mm. ça est plus cher aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est sûr. Après, il y a de très bons outils, hein, j'en utilise deux principalement pour les budgets. Il va y avoir Où et Quand,
Donc le site, je sais pas si tu Ah connais, ouais, mais si. qui permet de budgéter, qui est Ouais. assez fiable, je trouve, sur les budgets Alors, quotidiens. pour le coup, je Même un peu connais, pessimiste, un peu ouais, pessimiste. je Enfin, connais il a Où est plusieurs quand, modes. mais Ouais. pas pour la partie budget, c'est intéressant. Faudra que j'aille Ah voir bah ça. ouais, tu cherches un pays en fait et tu as une catégorie budget et dedans D'accord. tu peux faire une simulation pour des niveaux soit routard, soit voyageur Ok. classique, soit luxe. Et avec, il te donne un détail pour le transport, l'hébergement, les activités, etc. Ok. Et c'est plutôt bien fait. Et il y a aussi Tour du Mondiste hein, voilà, Bah, et qui est le connu et qui. planificateur à contresens, quoi. Ouais, alors ouais, dans l'ordre, je dirais où est Ouais. quand sur la fiabilité. Ah ouais. J'utilise même bah, pour mon boulot maintenant un petit peu, Hmm. mais où est quand, Tour du Mondiste, le fichier Excel qui est pas D'accord. mal mis à jour régulièrement, Ouais. et à contresens. À Ok. contresens, en fait, ça va dépendre de la destination. Ouais. En fait, eux, c'est en fonction des contributions Hmm. des utilisateurs de Ouais, ouais, du planificateur, ouais. et qui est d'ailleurs un outil génial, hein, je le recommande à tout le monde. Surtout pour la météo. Ouais, c'est ça. Et, et par contre, il y a certains pays où le budget il est pas du tout à jour. Ok. Alors que l'offre est plus vaste sur Où et Quand et sur Tour du Mondiste. Ah ben parfait, très bien. Voilà, Merci beaucoup pour ces bons conseils. Je de prends rien. à titre personnel et j'espère que ça va aider, que ça va aider aussi d'autres voyageurs en préparation. Après, pour le budget, pareil, nous, comment on voyage, en gros, la répartition se faisait un tiers hébergement, un tiers transport enfin non, un tiers transport et nourriture, et puis un petit tiers, disons, activités et autres. Et en fait, il y a des gens pour qui ça va être complètement différent. On a Ouais. rencontré des voyageurs où c'était beaucoup plus faible sur l'hébergement parce qu'ils choisissaient toujours les trucs les plus bas de gamme. Enfin, ça va vraiment dépendre de votre façon de voyager. Pareil sur la nourriture, si on fait tous les jours des restos sympas, etc., bah alors là, ça explose très très vite. Moi, ça comme en France, quoi. Ouais, c'est ça. Et nous, on faisait beaucoup de courses, voilà, ça nous dérangeait pas du tout de faire à manger Ouais. assez régulièrement. Et donc voilà, ça, il faut bien se dire que le budget peut vite exploser si on fait trop de restos, des logements, des activités qui coûtent très cher, etc. Ouais. Et alors sinon, je me demandais quelque chose. Est-ce que c'est pas un peu pénible de voyager à 5 plutôt qu'à 4? J'ai l'impression qu'il y a des tas de choses, aussi bien en termes d'hébergement ou d'activité, où tu vas avoir le prix famille ou les installations pour 4 et pas pour 5. Ah bah clairement. Là, je te confirme. C'est vrai, voilà, on va l'éliminer la dernière. Non mais oui, alors ça c'est vrai. C'est plus galère à 5. Alors je peux donner les petites astuces qu'on a fait. Ouais. Alors déjà, transport. Bon, ça coûte beaucoup plus cher. Bon, ça c'est une unité de plus, hein, enfin voilà. Oui, Mais d'office, de pour toute les façon, tu as une unité de plus, donc ouais, d'office, ça va sauf être... que le taxi de 1 à 4, c'est le même prix. Ah ouais, ok. À 5, c'est pas le même prix. Ah, ok. Donc voilà, pour le taxi, ça change. Pareil pour les chambres, c'est souvent 2, 4. Ouais. Et donc à 5, ça change. Alors pour les taxis, il y a plein de pays où en fait les enfants, c'est comme si ça comptait pas. Alors, je parle des pays pas occidentaux du coup, mais ils voient des enfants, ils disent mais pourquoi vous avez pris un grand taxi Ouais. vous êtes que 2 en fait. Bah non, on est 5. Bah non, mais ça compte pas quoi. Ou déjà toute l'Amérique centrale, l'Asie du Sud-Est, 4, Bah, 5, et l'Inde, alors ils moi s'en j'ai des fichent. super histoires, on voyageait à 8, 4 adultes, 4 enfants. En fait, on rentre dans le taxi, c'est un tout petit taxi où en France, bah tu mets 4 passagers max quoi, et encore tout le monde est serré à l'arrière. Et là, c'est En pas tout grave, cas, on rentrait en les tout cas, 8. c'est plus vis-à-vis de ton confort à toi Ouais, que d'un problème chez eux. ouais, c'est Après, ça. pour la sécurité, c'est pas top, mais bon. Donc voilà, il y a certains pays où ça pose pas trop de problèmes au niveau de transport, et d'autres où ça peut être contraignant. Heureusement, quand on loue une voiture, pour le coup, ça va. Ouais. 5, c'est bon. Oui, tu prends une voiture standard, ça On va. voyage léger, on voyage léger nous. Ouais. Donc en fait, même une genre compact Mégane de Ouais, ce ouais. style, nous ça nous suffit en fait en voyage. Donc il y a pas de sujet. Et pour les logements, alors ce qu'on faisait en fait, c'est que souvent on faisait des recherches pour 4 personnes. Mhm. Et en fait, on demandait au moment que ce soit sur une plateforme entre particuliers ou même à des hôtels, vu que la petite était petite à 6 ans, voilà,
quand même petite, on demandait est-ce que c'est possible d'avoir un matelas ou un lit supplémentaire dans le logement. Et à 90%, 95%, ils disent oui, quoi, les gens. Ok. Il n'y a pas de sujet. Et en plus, ça la dérangeait pas du tout de dormir sur un petit matelas à côté de ses sœurs ou à côté de nous. Enfin, il n'y avait pas de sujet là-dessus. Donc ça permet de faire des belles économies parce que les logements à 5, en fait, les possibilités sont beaucoup plus réduites. Ouais. Donc voilà, c'est la petite astuce à prendre en compte si ça pose pas de problème pour une des personnes de dormir sur un matelas. Ouais, ok. Donc bon, partez quand même avec votre dernier enfant, mais cherchez un hébergement pour 4. C'est ça, faut assumer à un moment, voilà, on fait des enfants, faut les assumer, quoi. Moi, je me suis toujours dit qu'on s'arrêtait à 2 enfants parce que en voyage, c'était trop compliqué d'en avoir un 3e. Ouais, non. Après, encore une fois, ça s'est toujours super bien passé et j'ai vraiment pas eu de soucis, quoi. Ok. Bon, écoute, ça fait plus d'1 heure qu'on enregistre. Est-ce que il y a un petit sujet que tu aurais voulu aborder et qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer? Ouais, alors je reviens sur la scolarité. Oui. Il y a un moment, j'ai failli embrayer là-dessus. Ouais, c'est vrai. et c'est vrai qu'on en a pas parlé, donc je m'étais Ouais. mis ça serait intéressant d'en parler. C'est vrai qu'on s'était posé pas mal de questions à la fois sur la partie administrative et sur le contenu pédagogique, et en fait on savait pas trop comment s'orienter. On a hésité, tout le monde hésite entre le CNED, il y a aussi des plus petites écoles privées qui font des cours à distance, voilà. Et en fait, Ou le freestyle complet. Ou le freestyle complet. Voilà. Donc on hésitait entre tout, et c'est en fait via la discussion avec leur prof qu'on s'est décidé sur le freestyle complet. Non, mais clairement ils nous ont dit en fait le CNED ou toute école à distance, c'est pas du tout adapté à de l'itinérance. En fait, c'est vraiment fait pour les personnes qui font de l'expatriation ou qui veulent, qui sont un peu sédentaires en fait, et c'est trop contraignant quand on est en mobilité parce qu'il y a pas mal de devoirs à rendre souvent, etc. Où il y a énormément de quantité de travail et c'est pas possible. Et ils nous ont dit en fait ce qui est important, c'est de suivre les programmes de français et de maths. Voilà, c'est suffisant. Tout le reste, au final, ça se rattrape. On le refait, donc ça se rattrape hyper vite. Tout ce qui est histoire géo, tout ce qui est, toutes les autres matières. Ils apprendront tellement de choses. Voilà. L'histoire géo, honnêtement, tu. Il y a eu un petit rattrapage sur l'histoire de France, mais par contre, ils connaissent, connaissent le reste et c'est vachement bien pour l'ouverture d'esprit. Donc voilà. Mais sinon, donc on a juste pris en fait les manuels de français et de maths. Et on les a fait, et ça a représenté en quantité de travail, je dirais 2 heures, 4 fois par semaine, quoi. Avec des vacances de temps en temps, un peu sur le rythme des vacances scolaires qu'on avait en France, et 2 heures 4 fois par semaine, c'était largement suffisant. On a fini tous les programmes, et quand elles sont rentrées, les maîtresses ont dit zéro souci, elles ont les bases comme il faut. Alors au début super, il y avait pas de souci, ça les amusait de faire les cours avec les parents. C'est ce que j'allais te demander. À la fin, fallait être patient. C'est sur la longueur, c'est vrai que que ce soit pour les parents ou les enfants, c'est pas très drôle en fait de faire l'école avec la personne avec qui tu vis au jour le jour. Donc je pense que il faut être patient sur ce sujet-là, pas les brusquer, voilà, le faire quand tout le monde est dans des bonnes conditions, voilà, bien reposé, avec ce qu'il faut pour travailler. Mais en tout cas, faut pas se mettre trop la pression parce que ça se fait assez vite le programme en fait quand on est en individuel. Donc voilà. Oui, c'est ça. C'est qu'une maîtresse en classe, ou un instituteur a entre 20 et 25 élèves à gérer sur toute la journée. Là, c'est quasi du one-to-one, quoi. Bon, non, parce que vous avez 3 enfants et que vous êtes 2, mais ouais, voilà. Allez, en grande section, ça devait aller assez vite quand même, non? Ouais, voilà. Non, mais non, ça se fait bien. Faut pas se mettre la pression. Voilà, suivre à peu près le programme pour pas qu'il soit paumé au retour. Et il faut juste faire les démarches administratives, d'envoyer un courrier au rectorat et en discuter avec l'école, bien sûr. Ouais. Et alors il peut y avoir des contrôles. Il peut y avoir des contrôles quand même sur l'éducation. L'instruction est obligatoire. Et nous, on a reçu un mail d'ailleurs au milieu du voyage qui nous disait faut venir à l'école le 14 janvier et puis contrôler. Là, on n'est pas trop, on est en Thaïlande, donc vous venez. Je dis bon, on verra à votre tour.
Et puis ils nous ont jamais recontactés, voilà. Donc, mais il peut y avoir des contrôles au retour, donc il faut penser juste à prendre en photo tous les exercices qu'on a pu faire au fil de l'année. Comme ça, s'il y a un contrôle, ça a montré que on a fait de l'instruction, quoi. Ouais. Écoute, moi je me suis mise là dans un groupe, je me souviens plus le nom, mais sur un groupe Facebook qui parle d'école à la maison. Donc c'est pour les voyageurs, mais pas que. Il y en a aussi qui font l'instruction en famille alors qu'ils sont sédentaires en France. Mais sur tous les voyageurs, alors là, il y a des tas de réponses différentes selon l'académie dans laquelle on se trouve ou selon le rectorat qu'on a contacté. Franchement, d'un point de vue éducation nationale, au niveau national, je pense qu'il y a peut-être eu une seule consigne, mais elle est très largement déclinée et dans chaque département, ils se la sont appropriés. On a tous des réponses différentes quand on contacte les directions des services de notre département. Donc c'est un petit peu folklorique. Mais en résumé, moi, j'ai compris comme ce que tu as expliqué. Tu préviens le rectorat, tu préviens l'école. Pour les écoles primaires, il faut aussi prévenir la mairie de la commune parce que c'est les mairies qui gèrent les inscriptions dans les écoles publiques en tout cas. Et puis voilà. Et normalement, on n'est pas soumis à un contrôle pendant la durée du voyage parce qu'on n'est pas en France. Donc la règle de scolarisation dans un établissement ne s'applique pas aux gens qui ne sont pas en France. Et puis après, par contre, les contrôles au retour, il y en a qui font des évaluations aussi apparemment au retour. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu à la demande de l'école plutôt qu'autre chose. Ça peut être à la demande de l'école ou le hasard qui fait qu'il y a un contrôle avec un test. Ouais, parce que sinon, en fait, quand c'est comme si on inscrivait, enfin nous, quand on est rentré, on a vécu 9 ans en Belgique. Quand nos enfants sont rentrés à l'école en France, ils sont rentrés dans leur classe d'âge, en fait. Il n'y a pas eu de contrôle. On était à l'étranger, mais il n'y a pas eu de contrôle particulier. En fait, là, c'est pareil. On rentre de l'étranger, on inscrit nos enfants à l'école, ils vont dans leur classe d'âge. Et après, on voit si ça se passe bien ou pas, s'il y a besoin de changer quelque chose. Mais a priori, il n'y a pas d'évaluation non plus pour savoir si vraiment l'enfant passe dans la classe supérieure ou s'il doit redoubler l'année qu'il a faite en voyage. Mais bon, il y en a qui reçoivent aussi des courriers, genre 2 semaines avant le départ, on vous refuse l'instruction en dehors de l'établissement scolaire, etc. Il y a des gens qui ont quelques sueurs froides. Et bon, il y a des académies ou des rectorats, parce que du coup c'est pas trop clair pour moi les différences, mais bref, il y a des régions où il y en a qui font peut-être un peu du zèle aussi, mais bref. Oui, ça dépend des personnes aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, partez avec vos enfants en voyage, ça marche. Il n'y a pas de sujet là-dessus. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a eu un problème sur ce sujet-là. Ok. Est-ce que pour conclure, est-ce que vous avez d'autres projets du coup de voyage plus ou moins longue durée? Alors des projets de voyage, on en a régulièrement. Toute une liste. Ouais, on a toute une liste, c'est ça, dès qu'on rentre de voyage en fait, comme tous les grands voyageurs, on a envie de repartir. Non, là, il y a pas longtemps, d'ailleurs, on est parti, c'était top, dans les Pouilles en Italie, pendant les vacances de la Toussaint, et on est rentré en train. C'était marrant de faire un petit Paris-Nantes en train. C'est une belle expédition. Et puis, on a prévu d'aller à la montagne cet hiver, et puis voilà, des choses classiques comme ça. Ouais. Mais pas de grand voyage, on n'a pas encore le grand voyage, longue distance, pardon. On n'a pas encore prévu ça. Je te remercie infiniment Clément pour ton témoignage, pour tous les bons conseils que tu as distillés tout au long de l'épisode. Ça peut servir aussi bien pour des voyages au long cours que pour des vacances ponctuelles finalement. Donc voilà, je pense que c'était un épisode très intéressant. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup. Encore une fois, un très grand merci à Clément pour son témoignage et tous ses bons conseils distillés au fil de l'épisode. Vraiment, à titre personnel, j'ai moi-même pris quelques notes parce qu'il y avait des petites astuces que je ne connaissais pas. Et donc, j'espère que vous aussi, vous avez appris des petites choses et que les aventures de Clément et sa famille vous ont plu. Si c'est le cas, eh bien, écoutez, comme d'habitude, j'ai envie de dire, n'hésitez pas, foncez sur votre appli d'écoute, vous mettez 5 étoiles pour les applis qui le permettent, vous mettez un petit commentaire
pour les appliquer le permettent. Et puis sinon, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. C'est le meilleur moyen pour nous de continuer à le faire grandir. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!